On, on va attendre donc Emmanuelle Duez, qui a conçu tout ce programme. Voilà, Emmanuelle est quelqu'un que nous avons rencontré, que j'ai rencontré lorsqu'elle était étudiante. Nous avons fait une conférence ensemble, c'était pour le Elle Active, il y a 4 ou 5 ans. On ne s'est pas quittés. Aujourd'hui, elle a sa société, elle a une association qui s'appelle Women Up. Sa société, c'est le Bonzon Project. Et nous lui avons demandé également d'écrire ce programme, puisqu'elle a l'âge de la cible que nous voulions, c'est-à-dire vous. Et voilà, j'ai le plaisir à la fois professionnel et personnel d'accueillir Emmanuelle Duez. Merci, mesdames. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je m'appelle Emmanuelle. Effectivement, j'ai eu le plaisir et l'honneur de concevoir ce programme qui s'appelle Happy Brain. Et j'ai eu le privilège, du coup, de mettre tous les speakers, tous les intervenants, tous les gens qui, moi, m'inspiraient, me donnaient envie de me lever le matin. Et donc, j'espère qu'ils en feront de même pour vous. Alors, Happy Brain, qu'est-ce que c'est ? C'est 60 speakers sur 2 jours, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, voire des extra-vieux, des Français, des internationaux, qui s'exprimeront d'ailleurs en anglais, et c'était fait exprès, parce que je pense que cette jeune génération, qu'on appelle la génération Y, c'est une génération mondiale, globale, et que du coup, ça faisait sens d'avoir des speakers internationaux. C'est des gens qui sont tous très différents, c'est une espèce de galerie de portraits de personnalités hautes en couleur, mais ils ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils sont extraordinairement bienveillants à l'égard de la nouvelle génération. Soit ils en font partie, du coup c'est facile d'être bienveillant à l'égard de soi-même, soit ce sont des gens qui n'en font clairement plus partie, mais qui ont envie de laisser une trace, de faire passer un message, de vous faire passer un message, pour que cette jeune génération, elle prenne ses responsabilités demain, qu'elle s'engage. L'objectif de tout le programme, il est très simple, c'est que vous repartiez du carreau du temple, que vous soyez un garçon ou une fille d'ailleurs, peu importe, en vous disant finalement, les héros et les héroïnes que j'ai pu observer sur scène, ça aurait pu être moi. Et je prends conscience du fait qu'à partir d'aujourd'hui, je suis acteur et non pas spectateur de ma vie, que j'ai le pouvoir dans mes mains et le monde à mes pieds. Donc c'est un sacré challenge pour mes intervenants que d'essayer de vous faire passer ce message. On va commencer assez logiquement avec une espèce de micro-table ronde avec des entrepreneurs. Pour quelle raison ? Parce qu'aujourd'hui, les héros de la jeunesse, c'est pour beaucoup des entrepreneurs. Il y a une récente enquête qui a montré que plus de 50% des jeunes de moins de 20 ans aspiraient à être entrepreneurs et qu'en plus, cette volonté d'être son propre patron, elle était encore plus marquée chez les jeunes femmes. Donc il était normal, logique de commencer ce marathon d'intervenants passionnants avec 3 entrepreneurs. Alors Nora Poggi, elle est journaliste, elle navigue entre Paris et San Francisco à la recherche de rôles modèles féminins entrepreneuriaux. Elle va vous partager un petit peu le fruit de ses recherches. Céline, elle a créé Litchi. On dit de l'entrepreneuriat féminin très souvent qu'il est moins ambitieux, qu'il est plus frileux, qu'il est plus petit, qu'il est plus chiant, quoi. En l'occurrence, elle a juste créé un organisme bancaire. Donc elle a dit fuck à l'autocensure, elle a vraiment confiance en elle, elle va vous expliquer comment. Et puis Paul, parce qu'il faut bien un mec quand même, parce qu'on est un peu sympa. Paul, c'est Lulu Frenchy et Lunettes pour tous, c'est le petit chouchou des médias en ce moment, le petit chouchou de ces dames également. Alors lui, pour le coup, la confiance en lui, il en a beaucoup. Il a créé un business de fou, vendre des lunettes à moins de 10 € en moins de 10 minutes. Les questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est parce que c'est un homme qu'il est audacieux ? Est-ce que c'est parce qu'il est jeune qu'il est fou ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas bac+1000 qu'il pense que tout est possible ? Et toutes ces questions-là, ils vont tenter d'y répondre avec cette première table ronde. Merci de les accueillir. Allô. Merci. Tiens, mets-toi au milieu. Alors, le garçon au milieu quand même. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre de si bon matin, samedi, c'est cool. Alors, je suis donc avec Céline et Paul, donc litchi.com, lunettes pour tous. Moi, je m'appelle Nora, je suis journaliste basée à San Francisco. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est un documentaire sur lequel j'ai bossé pendant 1 an et demi sur les femmes entrepreneurs du web. Le but, vraiment, de mettre en avant des rôles modèles féminins, des femmes qui se lancent, qui réussissent. Et on va vous montrer un petit trailer de 2 minutes. Donc, c'est parti pour la petite vidéo, s'il vous plaît. Et après, on enchaîne.
around age 4, little boys and girls start kind of correlating careers with genders. Seeing people that are successful that are mainly white men, that's sending a signal that says, I don't really belong. I think that if there was a really influential female role model in computer sciences, I would be more interested. There could definitely be a lot more role models out there. We just haven't heard about them. Well, congratulations on being an 18-year-old with a startup. If you're not hell-bent on fixing a problem for irrational reasons, you're probably going to give up. C'est fatigant parce qu'on enchaîne les rendez-vous heure après heure. Some friends text me about, oh my gosh, I'm having this boy issue, and I'm like, oh my gosh, I'm having this investor issue. My name is Brienne Gafouri-Farr. I became the youngest college graduate to raise $1 million in funding. Je suis Agathe Molinard, donc CEO de lemoncurve.com. I talk to my friends and I'm like, I have a friend who's an entrepreneur. And they think it's cool. People came to Silicon Valley to pursue a $1 million dream. We already make $1 million. What does it mean to change the world? I want to do something for a living. Yeah, I have a life. I have careers. I think for young girls in particular, the opportunity is phenomenal. Being an entrepreneur is one of the most exciting things in the world. The opportunity to take your vision and make it a reality. Merci. Alors, donc, sur le thème de l'entrepreneuriat féminin, comme vous avez vu, il y a quand même des tas de femmes qui se lancent, qui font des trucs super. Mais malgré tout, on est tous au courant, moins de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Et la question, c'est est-ce qu'elles sont moins timides? Est-ce qu'on est moins timide? Est-ce qu'on a peur? Donc, on va commencer sur ce premier thème. Bon, peut-être pas par toi, parce que sinon, ça va mal commencer. Non, alors, Céline, toi, quel est ton avis sur la question, pour commencer? Je crois qu'effectivement, on a plus de difficultés à se lancer. Après, une fois qu'on y est, ce que tu montres, c'est qu'il y a des femmes qui sont prêtes à rêver et à se lancer dans leurs rêves, mais le démarrage est plus dur parce qu'on nous dit qu'il faut être de bonnes mères, de bonnes épouses, etc. Donc le passage à l'acte est plus difficile, mais c'est en train de changer. Et quand je vois toutes ces jeunes femmes, je me dis que le futur avec les femmes et les femmes entrepreneurs est maintenant. Alors, du coup, au niveau de se lancer, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de filles, en tout cas, qui peuvent se dire, bon, j'ai un peu peur, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, etc. Ça m'intéresse de voir la version masculine. Bon, non pas que tu représentes tous les hommes de la Terre, mais comment ça s'est passé quand tu as commencé? Est-ce que tu as eu peur, ou est-ce que tu t'es dit, peu importe qui même me suive, advienne que pourra, je fonce, et voilà. Alors, c'est vrai que je ne représente pas tout le monde et encore moins tous les entrepreneurs, ça c'est sûr. Parce que l'histoire, mon parcours, ce qui est mon histoire, fait que je suis devenu entrepreneur finalement par défaut. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça et qu'il y en a pour qui c'est une vocation. J'avais 20 ans, j'avais pas de travail, j'avais 3 000 € sur un compte, j'ai dit bon on y va, et puis je savais pas les galères que c'était. Donc finalement, c'est, je pense, un côté masculin est plus prédominant quand il s'agit de foncer sans trop réfléchir, je pense. Je dis pas que les filles l'ont pas, hein, parfois. Toi, tu l'avais. Je suis un garçon. Après, les filles sont beaucoup plus dans le détail et font beaucoup plus attention à plein de choses, et je pense mettre plus de temps à se lancer, mais au final, elles se plantent moins. Intéressant. Il me semble que tu avais dit d'ailleurs que tu bosses avec une collaboratrice, et ce qui était intéressant, c'est que toi, tu fonçais, et elle avait tendance à te dire attends, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Donc, bon, après, encore une fois, c'est facile de faire des stéréotypes, mais c'est intéressant de voir comment on peut réagir dans le niveau business. Je ne sais pas si vous avez une histoire ou un moment où vous vous êtes dit... parce que le thème aussi, c'est donc, est-ce qu'il faut avoir des couilles pour réussir? Bon, pas au sens propre, hein, les filles, je vous rassure, mais ce qui est sûr, c'est que quand on est entrepreneur, il faut quand même oser, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, bon, je tente un truc, j'envoie un texto à cet investisseur, ou Céline, est-ce qu'il y a un truc, une histoire comme ça?
De toute façon, moi je trouve que son propre ennemi c'est soi-même, parce qu'on va tout le temps se mettre des limites soi-même. Donc effectivement, il faut, je ne sais pas s'il faut des couilles, mais en tout cas il faut du courage pour à chaque fois affronter une décision, affronter un changement, un challenge, envoyer un texto à un investisseur, essayer de convaincre son banquier, essayer de convaincre ses salariés qu'il faut aller plus vite, plus fort, plus grand. Donc oui, on est toujours en train d'hésiter. Et je pense qu'effectivement, souvent, l'être masculin a plus tendance à foncer droit devant en se disant « advienne que pourra ». Et les femmes, parfois, peuvent être plus mesurées. Mais quand tu décris toi qui es le fonceur et ta collaboratrice qui te dit « t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça », moi, je suis plutôt le fonceur et j'ai un collaborateur qui me dit « là, t'as oublié ça, 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 ça ». Donc voilà, donc il y a des caractères différents chez les hommes et chez les femmes. Mais c'est vrai qu'on va mesurer probablement plus les risques en tant que femme. Et justement, donc, est-ce que vous avez une histoire alors toi, je sais que tu as une histoire quand tu étais dans le train pour lever des fonds. Est-ce que tu peux raconter ça un peu ? Oui, alors en fait, j'étais donc en incubateur. Donc, c'est des petites structures qui vous aident à démarrer votre projet. Et donc, j'avais démarré depuis quelques mois litchi.com. Et puis, bien évidemment, je cherchais à lever de l'argent pour pouvoir accompagner le développement du service. Donc, en bonne étudiante, enfin, plus étudiante, mais incubée, je fais mon petit executive summary, etc. Je contacte des investisseurs. Et puis, j'ai l'opportunité de prendre contact avec Xavier Niel. Et je me dis, je ne vais pas lui envoyer un executive summary, je vais lui envoyer un petit screencast de Litchi, 1 minute, en fait, une petite vidéo avec ma voix où je m'enregistre et je raconte, je crée une cagnotte pour l'anniversaire de Xavier, j'invite machin, machin. Et pas de nouvelles. Pendant 15 jours. Je me dis, bah voilà, bravo Céline, t'as pas voulu faire comme les autres, bah, ça a bien payé, hein. Rien. Et puis un jour, j'ai mon téléphone qui sonne, j'étais dans le train et j'allais justement avec mes camarades de l'incubateur en week-end pour justement un peu prendre du recul, pas sauter par la fenêtre et se dire on va y arriver. Et là, mon téléphone sonne et salut Céline, c'est Xavier. Merde. Bon, c'est un TGV. Comme vous le savez, le TGV, une fois qu'il a démarré, c'est compliqué d'en descendre. Bien évidemment, les téléphones ne captent pas. Donc là, j'imagine tout. Je me dis, je vais appuyer sur la sonnette d'alarme. Donc je commençais à devenir rouge écarlate. Tous mes potes de l'incubateur me disaient, mais qu'est-ce que t'as ? C'est quoi ton problème ? J'étais, il y a Xavier Niel. Personne ne me croyait, bien évidemment. Et donc, on a fait toute la discussion et la négociation pour savoir s'il allait investir dans Litchi et à quelle valorisation de la boîte et combien il allait mettre par SMS. Ce qui est quand même un truc un peu improbable. Donc, il me disait, alors, combien tu cherches ? Tant. Et c'est quoi la valo ? Alors, je disais ça. Il me disait, oh là là, quand même, c'est cher. Ah oui, mais alors, attends, on a fait ça, tout ça par SMS. Voilà. Et au bout de 20 minutes, il m'a dit, bon, bah, c'est OK pour moi. Donc là, je vous laisse imaginer les hurlements que j'ai poussés dans le train. Encore une fois, mes potes de l'incubateur m'ont regardé en me disant aïe aïe, il va falloir qu'elle se repose elle. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, comme quoi on peut lever des fonds en 20 minutes par texto. Donc faut pas hésiter quoi. Hein. Et de ton côté, je sais que la presse a beaucoup parlé de toi parce qu'au début, en gros, tu t'es lancé en envoyant des lunettes. Non, tu as tweeté aux stars, Lady Gaga, Katy Perry et compagnie. Regardez mes lunettes. Non, bon, raconte l'histoire. Moi, j'avais pas de Freebox, donc voilà déjà. Pour ce qui est, oui, c'était il y a longtemps, il y a 4 ans maintenant, cette histoire. C'était de faire un produit en fait, donc des lunettes avec des stickers sur les verres micro-perforés. C'est un produit qui ne sert à rien en soi. C'est un produit, les gens, le petit Lyonnais qui dit que c'est génial, c'est très bien, ça fait marrer les voisins. Et en fait, en faisant des lunettes comme ça qu'on imprimait avec le nom des stars, on tweetait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 50 fois. Non, ça s'appelle du spam, mais les gens répondent parfois. Et c'est les plus gros qui ont répondu. Donc c'était will.i.am, Lady Gaga à l'époque, tout ça. On leur envoie une lunette avec le nom dessus sur les verres de Lady Gaga, le French sur le côté. Hop, ils les mettent dans un concert gratos en pensant que c'est un cadeau d'un fan. Ça fait le tour de la presse, la télé, et puis voilà. Donc c'était le côté naïf du gars qui pense que ça va marcher et que c'est normal. Il va répondre, voilà. Les gens me prenaient pour un taré, mais au bout d'un moment, de toute façon, quand vous êtes obstiné, les gens vous remarquent. Donc voilà comment ça s'est passé et qu'on a pu placer finalement des lunettes gratuitement, alors que Ray-Ban donnait 3, 4, 5 millions d'euros par an à ces gens-là. On l'a placé gratuitement en envoyant une lettre par la poste parce qu'en fait, on pensait que ça allait marcher et ça a marché finalement. C'est une boîte qui a été montée en tout avec 3 000 euros à la base, donc vous voyez, c'est possible. Tu as commencé avec 3 000 euros seulement. 3 000 euros, voilà. Alors justement, puisqu'on parle d'avoir des couilles,
enfin bref, on va arrêter avec cette expression, d'avoir du bagou. Ce qui était intéressant, c'est que toi, t'expliquais, tu as commencé en disant bon, je vais aller vendre ça pour me faire du cash sur les marchés, et puis je vais voir ce qui va se passer. Mais ça aussi, c'est un peu bon, allez, je tente avec ma besace. Après, j'ai grandi très loin de tout ce côté entrepreneur qui est à Paris, la dynamique des incubateurs. J'ai mis peut-être 2 ans après avoir créé ma boîte pour comprendre ce que c'était une levée de fonds, un incubateur. Enfin, ces mots, c'est très parisien finalement, plus comme mot. On s'en rend pas compte. Mais à Lyon, j'avais monté ce truc-là. Je devais gagner. Je suis électricien à la base. J'ai fait 2 ans d'électricien à la SNCF. Donc je voulais gagner 1 300 €. Enfin, c'était ce qu'on m'avait appris à l'école et ce qu'il fallait que je fasse. Donc en faisant ce petit business, je me suis dit, je vais en vendre un peu à droite à gauche. Et je vais arriver à me faire 1 400 €, donc ça va être super bien. Et en fait, ça a pris beaucoup plus loin parce que les stars américaines l'ont porté, que le produit allait beaucoup plus loin. Et finalement, on se retrouve dans la spirale qu'on n'avait pas prévue à la base. J'avais pas fait de exécutif summary ou des choses comme ça, ou ni de business plan. Moi non plus. Voilà, je parlais pas aussi bien anglais que toi. Donc, ça a pris comme ça. Et puis finalement, on suit la cadence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la boîte, elle fait beaucoup d'argent. Et entre guillemets, hein, c'est pas non plus free. Et il n'y a pas d'abonnement. Et finalement, je suis toujours actionnaire à 100%. J'ai pas levé de fonds. J'ai pas fait de prêt pour cette boîte-là. Ce qui permet d'avoir une boîte qui tourne bien, qui est saine et qui n'a pas franchement des comptes à rendre aux investisseurs qui auraient autour. Et ce qui m'a permis de prendre confiance pour monter un autre projet qui, lui, est beaucoup plus grande envergure. Et là, donc, est-ce que c'est c'est la confiance aussi du premier qui a marché, qui te dit, bon, allez, peut-être je peux me lancer pour le deuxième, ou quoi qu'il arrive, tu te serais lancé dans un gros truc Au bout d'un moment, quand vous avez une petite boîte comme ça, c'est très bien, mais vous êtes monoproduit, vous avez des clients, tous les ans, ça devient la même chose, votre chiffre d'affaires va stagner, vous faites 10% de croissance. Moi, je m'emmerdais. Je le dis, je m'emmerdais. Avoir un projet comme ça aussi, où je voulais pas lever de fonds, parce que pour moi, les barrières à l'entrée, le concept était trop petit, c'était pas quelque chose d'une vraie valeur ajoutée. Je me suis dit, en fait, je vais lever des fonds pour rien. Et honnêtement, aujourd'hui, on m'aurait dit, je te donne 30 millions €. J'aurais pas su quoi faire 30 millions €, et j'aurais pas su augmenter le chiffre d'affaires forcément de la boîte. L'idée du Net pour tous, c'est de se dire, bon, il n'y avait pas d'étude de marché à faire, c'était assez simple, je suis assez fainéant. Bon, ça parle depuis 2 ans dans la presse des lunettes trop chères. Moi, j'ai vendu 2 millions de paires de lunettes à côté en plastique. Je pense que je peux faire un truc dans l'optique. Entre une monture à 1 € et une monture à 150 €, je pense que je peux en faire des super bien à 5 €. Et finalement, c'est de se dire, on va faire un magasin, on va vendre des lunettes moins chères et puis on verra bien. Bon, aujourd'hui, on est le plus gros magasin d'optique dans le monde en termes de volume. On vend plus de 250 paires par jour tous les jours. Bravo. Mais encore une fois, il y a peu d'études de marché, ça restait du bon sens. Et là, forcément, il y a des investissements, des comptes à rendre. Mais je suis beaucoup plus à l'aise avec ça parce que je sais que le produit a une réelle valeur ajoutée sur le marché. Et Céline, parce que toi aussi c'est pareil, en fait, tu as commencé avec quelque chose qu'on aurait pu dire, bon, mais pour qui elle se prend à vouloir changer la façon dont on va payer entre potes, etc. Et puis tu as aussi, je crois, tu m'avais raconté que ça t'est arrivé qu'on te dise, ne dis jamais que tu as un petit business, que tu as une petite boîte, donc qu'est-ce que tu peux raconter de ce côté-là? Oui, c'était Xavier Niel qui m'avait dit ça, effectivement. Mais décidément, ça revient. Je lui avais dit, mais tu sais, moi j'ai une petite boîte, etc. Et il m'avait dit, non, ne te laisse jamais dire que tu as une petite boîte. Moi aussi, j'ai une petite boîte. Alors, j'avais trouvé ça génial comme réponse. Mais non, mais c'est vrai que l'ambition, je pense qu'elle évolue avec le temps. Moi, j'avais pas du tout la même ambition quand j'ai démarré que celle que j'ai maintenant. Et c'est pas un mal aussi, d'une certaine manière. On en discutait quand on préparait cette petite intervention. Je te racontais que moi, on me disait quand je levais des fonds, are you the next PayPal? Êtes-vous le prochain PayPal? Alors je disais non. J'ai beaucoup confiance en ce que je fais. Je sais que ça se développe très bien. Aujourd'hui, on a 2 millions de clients. On peut probablement en avoir 200 millions, mais on n'est pas le prochain PayPal. Et son ambition, elle doit se construire, elle doit se développer. Et puis avec le temps et à sa manière, je pense que chaque entrepreneur développe sa voie et développe son projet. Donc toi, c'était plus, je vais pas faire semblant d'être the next $1 billion business, comme ils disent à Silicon Valley. Je vais faire les choses à ma manière. Et c'est quand même une boîte ambitieuse, mais c'est à ma manière que je vais la faire. Oui, tout à fait. Enfin, moi, ce que je disais, notamment aux investisseurs, au total, on a levé 7 millions €, donc on a quand même levé pas mal d'argent. Et je disais, moi, j'ai tel projet, vous y adhérez pas, je sais que je vais emmener la boîte là. J'ai confiance à la fois en mon équipe, en notre techno,
dans le marché, dans la façon dont les clients utilisent le service, et en moi. Donc moi, je sais que mon projet il est d'aller là. Soit ça vous tente et on y va ensemble, soit si vous trouvez que c'est pas assez ambitieux, et ben tant pis, c'est pas grave. Mais je voulais pas me trahir en étant là. Yes, I'm the next $1 billion company, dude. Enfin des trucs genre c'est pas moi. Donc c'est aussi ça l'histoire. Mais je trouve moi que c'est bien de prendre les choses à sa mesure. Et puis bah voilà, on apprend à marcher en courant quoi quand on est entrepreneur. L'ambition évolue avec le temps. Et ensuite, on a un thème sur l'éducation. Donc, je ne sais pas exactement quels sont les parcours dans la salle, mais vous avez 2 parcours très différents. Et l'idée, c'est est-ce qu'il faut carrément ne pas faire d'études pour devenir entrepreneur ou l'inverse? Donc, bon, alors on va peut-être commencer par toi. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu es arrivé dans l'entrepreneuriat? Je l'ai dit au début, c'était vraiment par défaut, parce que c'était de se dire, bon, j'ai pas de travail, donc je m'en crée un. Mais c'est pour ça que ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on peut commencer un truc tout petit et c'est pas grave. Il ne faut pas complexer de se dire ah bah ma boîte elle fera que 100 000 € ou même 50 000 € de chiffre d'affaires. Parce que si vous êtes tout seul, vous pouvez en vivre et c'est super bien. Et ça, c'est beaucoup plus sain que de dire je monte une boîte qui lève des millions, qui sera jamais rentable finalement. Faut en être très fier. Mon parcours fait que comme j'ai pas connu d'entrepreneur avant, que j'ai pas d'exemple, et ben je croyais et je crois peut-être un peu toujours, mais de moins en moins, que tout est possible. Donc forcément, quand on se dit bon bah. Comment ça de moins en moins? Bah, de moins en moins parce que on vieillit, on grandit, puis il y a la réalité des choses en face. Mais c'est vrai qu'à 20 ans de se dire bah, de toute façon, je suis à Lyon dans ma chambre, je fais ces lunettes, et dans 10 jours ces lunettes là, Lady Gaga va les porter. Donc ça déjà faut être. Oui, mais c'est vrai. Mais parce que je pense que quelqu'un qui aurait fait des études, en lui disant bon bah il faut faire ça, voici le cas, comment a marché, je sais pas New Balance, ils ont payé tant pour avoir tant, ils ont payé ci, ils ont payé ça. Comment on peut se dire à un moment donné, avec 3 000 € dans la poche, vous achetez un bureau Ikea à 30 €, puis il vous reste ci, ça. Comment on peut se dire, ce produit-là, avec 0 €, je vais le faire porter par une plus grande star, alors qu'à côté, les marques avec 10 millions d'euros, elles galèrent. Eh ben, si j'avais eu à l'école ces cas d'école, enfin, entendre ces cours-là, ces exemples-là, jamais j'aurais osé envoyer une paire de lunettes. Donc pour toi, l'idée, c'est vaut mieux faire son truc. Et ça t'a aidé pour toi, ça t'a aidé de ne pas faire des grandes études? En fait, de ne pas savoir et d'être un peu ignorant, finalement, je me suis dit, ça va marcher. Mais honnêtement, tant mieux. Mais c'est vrai que ce côté naïf, je pense que ça peut vous jouer des tours et vous planter parce que vous pouvez être très utopique et finalement dire, de toute façon, ça va marcher, être sûr de soi. Mais au final, ça coûtait quoi de l'envoyer ces paires de lunettes? Je sais pas, 5 €. Donc au pire, je perdais 5 €. Donc voilà, il fallait le faire. Et Céline, toi, c'est complètement l'inverse. Ou pas. Mais bon, tu as fait des études techniques et business. Oui, effectivement. Moi, j'ai fait des longues études, mais chaotiques, et parce que je savais pas très bien. Enfin, je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais bosser dans le web, mais je savais pas très bien comment y arriver et de quelle manière et avec quel métier. Après, je pense que la naïveté est quelque chose de très important et qui fait partie, au moins, des jeunes entrepreneurs. Et en fait, c'est parce que justement, comme tu l'expliques, on ne peut pas exécuter un modèle qu'on connaît, qu'on le réinvente et qu'on y arrive. Ça n'est que pour ça. Moi, quand j'ai démarré, j'avais 26 ans et je disais, bah, je veux monter une banque, mais une banque, une cagnotte, un truc entre copains qui permette de régler ce putain de problème de collecter de l'argent à plusieurs. Et à chaque fois que j'allais voir des banquiers, ils me disaient, ah, ouais, tu veux monter une banque, mais si tu veux, on peut te donner un stage plutôt. Et les gens limitaient toujours, enfin c'est même pas limiter mon ambition, me disaient genre ah ouais c'est bien, ouais, tu veux pas faire un stage pendant 6 mois et après on en reparle. Et donc c'est vrai qu'on m'attendait pas vraiment au fait de monter une banque alors que j'étais nulle en finance, alors que enfin voilà il y avait plein de choses. Donc je pense pas que les études préparent à l'entrepreneuriat. On peut apprendre des connaissances, se sentir rassuré, mais de toute façon l'entrepreneuriat se vit. Chaque jour est différent, chaque jour est nouveau. Moi j'apprends l'entrepreneuriat tous les jours. Et donc, d'une certaine manière, il n'y a qu'en étant sur le terrain qu'on découvre. Et puis, c'est une expérience qui est tellement enrichissante et passionnante que vous ne pouvez qu'être heureux de la vivre. Mais on ne l'apprend pas dans les livres. Après, on peut se sentir plus armé et plus prêt. Et encore une fois, je pense qu'il y a des déclencheurs chez quelqu'un qui font qu'à un moment donné, on est prêt à passer l'étape. Toi, c'était « Ah, bah, j'ai pas de job, ce que je fais ne me plaît pas, donc je vais créer mon boulot. » Moi, j'avais eu l'idée de Litchi. Je ne voulais pas du tout être entrepreneur, mais j'étais tellement convaincue qu'un service de cagnotte en ligne pouvait marcher que je me suis dit bon bah à l'impossible nul n'est tenu, essayons de lancer ça et on verra bien. On a fini, mais donc si vous avez un dernier mot d'encouragement ou un conseil en un mot ou pas, ou 3 mots. Bah foncez. Même si vous pensez que ça va pas marcher, faites-le, et même si c'est petit, c'est pas grave. Au moins vous aurez fait quelque chose, vous aurez lancé un projet. C'est super important de faire au moins un truc dans sa vie qui porte son nom. Et ça rend heureux surtout.
Merci à tous.